C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à l'Érythrée. Nouvelle invitée m'a rejoint, Kabinette Fofana. Vous êtes analyste politique. Merci à vous de m'avoir rejoint pour parler de l'Érythrée. À propos justement de l'Érythrée, le chiffre est de l'ONU. Ils sont 5000 Érythréens à fuir le pays chaque mois. Chaque mois, pas chaque année, mais chaque mois. 5000 Érythréens à fuir le pays chaque mois. La question c'est qu'est-ce qui fait fuir les Érythréens de leur pays? Quelle réflexion ça vous inspire de voir cet exode massif des Érythréens, en l'occurrence vers l'Europe, en prenant d'ailleurs le risque à la fois de mourir dans le désert soudanais ou même de se noyer dans la Méditerranée quand ils y arrivent? Mais vous savez, on est d'abord des agents économiques, mais aussi politiques. Oui. Lorsqu'un pays n'offre pas les conditions politiques les meilleures, les conditions économiques les meilleures, les gens sont amenés à se déplacer. Et déjà, le HCR en 2015 a dénombré près de 48 500 jeunes qui sont sortis parce que tout simplement, on leur impose le service militaire illimité pour des raisons, parce qu'on a envie de maintenir les gens dans une sorte de dépendance mentale. Mais c'est comme ça que vous percevez la chose. Il dit, si vous ne, c'est ce qu'il dit à son peuple, à sa jeunesse, si vous ne vous habituez pas à l'art de la guerre, comment vous défendrez-vous quand l'ennemi nous envahira? Vous savez, pendant près de 13 ans, le président, pendant plusieurs années, le président érythréen a bâti son discours. Le discours politique est bâti autour de cette stigmatisation de l'Éthiopie. On fait comprendre à tout le monde qu'il faut défendre parce que l'ennemi commun est l'Éthiopie. Et vous imaginez que lorsque vous bâtissez un discours politique autour d'une articulation comme celle-ci, vous n'avez pas besoin que les gens sortent de leur pays, du pays, qui partent ailleurs, qui découvrent de nouvelles visions, qui découvrent de nouvelles façons de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Érythrée quand même, c'est un pays autarcique qui a pensé, qui a réfléchi un modèle politique comme celui de la Corée du Nord ou celui... C'est vrai qu'il est un grand admirateur du dirigeant nord-coréen et même avant de Mao Tse-tung, tout ça. Et d'ailleurs, l'idéologie qui fondait la guérilla, c'était le maoïsme. Alors, donc, il a fait en Chine. Ah, il a étudié en Chine des études d'ingénieur, oui. Ouais. Donc c'est le président, le pouvoir ne voudra jamais que les jeunes sortent du pays. Alors, et puisque les gens ne sont pas dupes, ils ont envie d'aller ailleurs, de découvrir de nouvelles façons de vivre. Ils voient en plus ce qui se passe à côté, en Éthiopie. Bien sûr que ce n'est pas aussi un modèle politique par excellence, mais c'est quand même un exemple économique aujourd'hui qui fait sourire tous ces jeunes Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé du continent. Exactement, avec près de 104 millions d'individus. Ils voient un peu le boom économique à travers Ethiopian Airlines et d'autres entités publiques qui sont aujourd'hui en voie d'être privatisées avec le nouveau Premier ministre qui est arrivé. Donc ça les fait sourire et ça leur donne envie d'aller voir. Et ça les fait rêver. Monsieur Abraham, on va dire quoi? C'est vraiment le refus du service militaire illimité qui fait partie les jeunes érythréens de leur pays? Oui, c'est le désespoir des jeunes qui font ça. S'il n'y a pas de travail que des militaires, et s'il n'arrive pas à nourrir sa famille, il ne peut pas vivre en Érythrée. Pour ça, il fuit et puis il préfère exode et puis de mourir extérieur. Un peu comme pour montrer que tout est lié, il décide en 2016 d'instaurer la polygamie, de faire de la polygamie quelque chose obligatoire. Tous le test d'ailleurs rendu public et promulgué en 2016 dit ceci: en se basant sur le jugement de Dieu à propos de la polygamie et des circonstances actuelles du pays, le département érythréen des affaires religieuses a pris les décisions suivantes. D'abord, tous les hommes devront marier au moins 2 femmes et l'homme s'y opposant pourrait purger une peine d'emprisonnement à vie avec travaux forcés. La femme qui essaie de dissuader son mari d'épouser une autre femme encourt une peine d'emprisonnement à vie. Ça pourrait, on va dire quoi, ça pourrait aussi faire partie de ce qui pousse les jeunes Érythréens à partir. Oui, c'est une partie, mais ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'ils n'ont pas d'espoir
Ils n'ont pas de guide jeunesse qu'ils font à son pays. Il n'y a pas d'éducation assez. Même en exode, si tu ne payes pas 2 personnes, tu ne peux pas faire quelque chose à ton propre pays. C'est obligatoire, il faut payer 2 personnes. Pour envoyer de l'argent à la famille et rester au pays. Kevin Maïso, on sent que la situation, elle est un peu désespérée. Le président pense qu'il faut que la jeunesse soit militarisée. En tout cas, soit formée à l'art de la guerre pour défendre le territoire, quand on sait qu'ils ont derrière eux 30 ans de guerre d'indépendance. Et sur le plan social, il dit « Nos hommes sont morts par milliers sur le front. Nous sommes dans une situation où il y a tellement de femmes avec peu d'hommes. J'exige donc que les hommes prennent plus de femmes pour faire plus d'enfants, pour que nous ayons de la main, en tout cas de cheville ouvrière désormais, pour pouvoir faire développer notre pays. » Comment on se positionne par rapport à ces impératifs qui s'imposent à lui? Ben, là, il a fonctionné, non seulement qu'il a théorisé les choses, mais il a fonctionné aussi par à-coup. Parce que non seulement que beaucoup d'hommes sont morts pendant la guerre, mais il y a au moins, parmi les 5000 personnes qui sortent par mois, de façon arbitraire, je dirais, 80% c'est des hommes. Oui. Donc c'est un pays qui se vide des forces vives et surtout des hommes. Donc là, il est en train de chercher une solution au rabais, une solution rapide, pas bien pensée, pour essayer de compenser cette situation. Or, il aurait dû utiliser les ports, il aurait dû utiliser la principale région agricole, parce que bon, pour le moment, l'agriculture, c'est 11% du PIB, mais on peut faire plus hein, parce qu'il y a une région quand même fertile. Et il y a beaucoup de ressources minières non utilisées parce que le pays s'est retrouvé en autarcie. Le pays était non seulement en conflit avec tous les pays de la région, mais également en conflit avec les pays occidentaux. Donc de ces côtés-là, il avait des leviers qu'il pouvait utiliser pour développer le pays. Il ne l'a pas fait. Tout ce qu'il faisait, c'était se défendre contre l'Éthiopie. C'est la fuite en avant, il met la charrue devant les bœufs. Une espèce de fuite en avant. Mais maintenant, on vient de lui rendre un grand service. Ça, on en parlera dans la troisième partie on vient de lui rendre un grand service, autant c'est caillou de la chaussure, donc voilà. Monsieur Abraham, là tout de suite, à court terme, vous êtes de l'Érythrée, nous l'avons dit, vous connaissez très bien votre pays. Là, à court terme, que doit-il faire pour d'abord fixer les jeunes à la maison? D'abord, il faut qu'il fasse réconciliation. Et puis, votre société est fracturée, la société érythréenne est fracturée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fracturé? Fracturer la politique, qui défendent pour Isaias et puis qui ne défendent pas pour droits de l'homme. D'accord, vous êtes divisé entre pro-Isaias et contre Isaias. Hein? Voilà. Il ne devrait être pas pour un peuple. Et il devrait faire quoi? La réconciliation passera par quoi? La réconciliation, il faut étudier à l'extérieur et intérieur par une commission. Une commission nationale de réconciliation. Voilà. Et d'abord, sans doute aussi libérer les prisonniers politiques. Voilà, prisonniers aussi, oui. Il faut libérer les prisonniers, il faut faire la réconciliation de tout le peuple. Et puis, il faut démarcation la frontière avec l'Éthiopie. On l'a dit, il a très peu d'amis. Qui peut convaincre effectivement l'actuel président érythréen de la nécessité justement de mettre en œuvre les mesures qu'énumère là M. Abraham? Ben, je crois que c'est le Premier ministre éthiopien. Parce que là, il a une petite fenêtre avec un Premier ministre. Ça relève de la politique interne. Oui, mais on peut toujours l'aider parce qu'en interne, il est non seulement aveugle, il ne veut pas voir. Je pense qu'on peut l'aider parce que maintenant que l'Éthiopie a vraiment un grand besoin de débouchés, l'Éthiopie c'est un pays enclavé, l'Éthiopie veut aller vers la mer, l'Éthiopie veut avoir accès à des ports. Je pense que c'est un partenaire non seulement historique, mais un partenaire important. L'Éthiopie a son mot à dire par rapport à l'Érythrée. Si je dis son mot à dire, toute proportion gardée. Alors, l'actuel Premier ministre éthiopien, c'est quelqu'un de très progressiste. Je pense que l'accolade qu'ils se sont donnée, cela montre que bon, les deux hommes peuvent s'entendre. Donc le premier, il peut l'aider. Et la deuxième personne, je pense que ça peut être, vu qu'au Yémen ça ne va pas, ça peut être le président égyptien Al-Sisi.
Parce que lui, il a beaucoup d'intérêt. L'Éthiopie est en train de construire un barrage. Ça peut poser des problèmes par rapport aux eaux du Nil. Au Soudan, ça ne va pas. Le président ougandais est très impliqué. Il n'est pas net dans le jeu géopolitique qu'il y a dans la région. Donc, il ne lui reste plus que l'Éthiopie. L'Arabie saoudite, pas possible. Le Yémen, pas possible. Il ne lui reste plus que Djibouti non plus. Djibouti non plus. Djibouti non plus. Mais il y a un fait sociologique et frappant que vous pouvez nous aider à comprendre, M. Abraham. C'est que les jeunes qui partent par milliers, on ne les voit jamais manifester dans les rues d'Asmara. D'où vient cette résignation chez la jeunesse érythréenne? Comment ça se fait qu'ils préfèrent partir plutôt que de revendiquer au pays? Comment vous l'expliquez? C'est la peur. C'est la peur. La peur d'être réprimé. Voilà, réprimé au pays extérieur. Et puis, ils ne manifestent pas. Ils ne demandent pas son droit. Ils ne demandent rien. On n'a jamais vu des manifestations dans la rue d'Asmara demandant plus de droits, demandant plus de liberté, demandant le travail. Ils préfèrent partir parce qu'ils sont tyrannisés. C'est ça, ou bien ça vient aussi du passé? Non, ça vient historique. du passé. Ils ont beaucoup plus vécu la guerre, où tous les droits ont été mis entre parenthèses au nom de la guerre. Bon, il y a quelques jeunes de l'université d'Asmara qui ont une certaine conscience politique. Quand on les entend parler, ils ont une conscience politique. Mais si vous regardez les communs des mortels des jeunes, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre alternative que soit vous faites la guerre ou vous allez à l'extérieur. Donc, sur le plan, je vais dire, éducation politique, ils n'ont pas été éduqués à revendiquer leurs droits. Pour certains, ils pensent même que la guerre est une situation normale. Vous naissez dans la guerre et vous grandissez dans la guerre. Beaucoup d'entre eux découvrent qu'on peut vivre dans des pays où il n'y a pas la guerre lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et pour preuve, lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils se comportent toujours avec des réflexes sécuritaires. Oui, justement, parce que quand je préparais cette émission, vous rencontrez certains Érythréens qui vous découragent même et qui vous disent ne faites même pas une émission sur le président Isaias Afwerki, parce que même à l'étranger, nous sommes truffés de ce qu'ils appellent les moustiques, les mouchards, qui rendent compte régulièrement au président en place de qui parle mal de lui. Bon, évidemment, nous ne sommes pas ici pour mal parler de quelqu'un, mais pour faire le décryptage d'une situation objective et de voir comment trouver une solution. D'où vient cette force qu'a le régime en place, cette capacité à avoir, même au-delà des frontières, des antennes, y compris aux États-Unis, en Europe, et qui vous renseignent régulièrement sur les activités des opposants à l'étranger? Vous savez, c'est pas compliqué. Il faut mettre en place une police des renseignements. Et ce que le régime a réussi sur plusieurs années, c'est de maintenir, d'imposer une peur, un imaginaire politique et social à la fois, des gens qui se confinent et où, dans laquelle condition, une espèce de résilience est compliquée. Parce que les gens se disent non, nous sommes tributaires d'un régime. En fait, ça remet en cause, disons, ça remet en avant cette perception que les gens ont du régime. Les gens perçoivent un peu le régime comme un régime protecteur, donc qu'il est... Enfin, pour les partisans du président, on est d'accord. Justement, qui les protège contre l'ennemi, l'Éthiopie. Et donc, ça a mis du temps, et ça s'est transformé en façon de voir, en perception, et même un imaginaire social. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la crise politique, il y a une manipulation sociale qui est là, qu'il a réussi. Parce que vous imaginez, lorsque vous avez en face un pays comme l'Éthiopie, qui aujourd'hui est en train de connaître un boom économique qui n'est pas mal, donc c'est tellement facile de construire un discours autour d'une situation comme ça. On dit, ben, écoutez, si vous voyez que nous sommes dans ces conditions, c'est l'Éthiopie, on nous a chippé notre territoire. Mais est-ce que ces craintes ont toujours été infondées? Ah non, mais il faut quand même dire que l'Éthiopie, à un moment, je vais dire, l'Érythrée a trouvé une justification sociale et même politique à cette situation, parce qu'à un moment, voilà, l'embargo qui était là, donc c'est tellement facile. Et d'ailleurs, regardez un peu tous les pays qui ont connu l'embargo, prenez un pays comme la Corée du Nord, c'est tellement facile, parce qu'après, on présente l'ennemi principal qui est l'extérieur, et lorsqu'il est plus fort, et quand on dit que vous avez l'embargo est soutenu par les États-Unis, par les Nations Unies, donc c'est tellement facile. Et dans nos pays africains, le réflexe de toujours trouver l'ennemi hors de soi, et
quelque chose qui... Et puis, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut souligner. Cette éducation politique, cette façon de voir les choses, la chance qu'il avait, c'est tous ceux qui passent par la formation militaire dans les camps militaires, oui, ils avaient cette doctrine-là. Donc, tous les jeunes, je vais dire presque tous, hein, il suffit que vous ayez fait le service militaire, vous sortez, mais endoctrinés à fond. Et du coup, ça aurait peut-être été différent si c'était des jeunes civils qu'on venait voir dans les universités ou dans des structures politiques. Mais au niveau de l'armée, on vous l'impose, on vous endoctrine et on vous dit, voilà comment les choses se présentent. L'ennemi, c'est l'extérieur. Si vous ne mangez pas, c'est l'embargo. Et si vous dormez, l'Éthiopie arrive, et voilà, et ils croient que, bon voilà, ils se battent contre l'Éthiopie, mais en réalité, c'était juste pour permettre à quelqu'un de rester au pouvoir un peu plus longtemps. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.